Lorsqu'on parle du diagnostic fiscal, on fait référence à un examen critique de la situation fiscale de l'entreprise. Donc, pourquoi on cherche à faire cet examen critique? Dans quel sens? Donc, c'est un examen critique ou une démarche ordinaire de la situation de l'entreprise en vue d'abord d'éviter les irrégularités fiscales par rapport au référentiel qui est la loi fiscale et on vérifie à chaque fois qu'on fait une déclaration ou on calcule quelque chose, que ce soit fiscalité directe ou cachée de nature sociale, des déclarations de la CNSS, etc., on regarde est-ce qu'il n'y a pas une infraction ou une irrégularité qui n'est pas en conformité à la norme fiscale. Deuxièmement, on regarde est-ce qu'il n'y a pas de possibilité pour profiter des opportunités offertes par la loi fiscale. À ce niveau, il faut rappeler qu'il y a des concepts similaires. Donc, quelle est la différence entre le diagnostic fiscal, l'audit fiscal et le contrôle fiscal? Donc, au niveau de la fiscalité pure et dure, l'audit fiscal, c'est un contrôle des régularités. Donc, lorsqu'on confie et on délègue à un cabinet d'audit fiscal, il ne va pas au-delà des régularités. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en contradiction à la loi? Par opposition, le diagnostic fiscal, il va un peu plus, plus loin. Les irrégularités, plus les opportunités, un peu plus large. Par contre, le contrôle fiscal, c'est autre chose. C'est vérifier la sincérité des déclarations fiscales. Donc, vous pouvez ne pas être sincère, mais vous n'êtes pas hors la loi. Certain exemple, une partie du chiffre d'affaires touché en noir, mais il n'y a aucune trace fiscalement. Donc, dans ce cas, l'entreprise n'est pas hors la loi. Mais le contrôle fiscal examine est-ce que la déclaration reflète la vraie image de ce qui s'est passé dans la réalité. Donc, celui qui fait l'édition, il travaille actuellement dans 2022. Mais le contrôleur, il revient, il a droit de revenir à N-5. Dans ce cadre, donc, on pose la question suivante. Donc, pourquoi l'État fait ce contrôle? Donc, justement, l'État fait ce contrôle pour deux raisons, pour deux objectifs. Il y a un objectif direct, donc il est de nature. C'est tout simplement pour avoir des rentrées fiscales et le contrôle indirect. Et si on fait appel à la théorie des anticipations rationnelles, donc quand les opérateurs économiques sont sûrs et certains et convaincus qu'il y a un contrôle fiscal, un contrôleur fiscal qui va revenir après, ils sont tentés de moins frauder. Donc ça les pousse à être plus sincères. Et même s'il est amené à frauder, il va le faire avec beaucoup de précautions. Et un troisième objectif relatif à l'économie. Ce contrôle va nous permettre de voir à ce que la concurrence soit saine. Le fait d'instaurer une équité fiscale, tout le monde doit payer l'impôt, comme la variable fiscale soit neutre. Quelles sont maintenant les étapes essentielles et importantes à respecter lors d'un diagnostic fiscal? Donc la première étape, c'est une étape qu'on peut qualifier préliminaire, l'étape de la prise de connaissance. On doit impérativement connaître l'entité qu'on veut diagnostiquer. Cette étape vise deux choses. Est-ce que la mission est faisable ou non? Est-ce qu'il y a de la matière à diagnostiquer? Donc il faut avoir une base de données électronique ou bien sous forme d'archives papier ou peu importe. L'essentiel est-ce qu'il doit y avoir des données auxquelles on va faire référence pour dire est-ce qu'on a respecté la loi ou bien on ne respecte pas. Prendre connaissance, deuxièmement, donc prendre connaissance de cette fonction fiscale. Donc comment il est, comment les gens font, les gens qui s'occupent de ça, comment ils le font, on écoute et on prend note
voir même est-ce qu'il y a contrôle interne ou non. S'il y a ce dernier, donc tant mieux, je l'évalue. Et s'il n'y a pas, je demande aux gens comment font et je prends note. Donc une fois qu'on fait ça, on passe à l'examen critique. On contrôle les opérations fiscales, comment ils se font, spécialement les déclarations fiscales, l'IS, les acomptes prévisionnels, la TVA et l'IR. Essentiellement peut-être aussi la CNSS. Maintenant, donc, on va essayer de voir est-ce que les déclarations tiennent compte. Donc, les opportunités fiscales, est-ce que les avantages offerts par la loi ont été utilisés, ont été exploités ou non. Et en fin de compte, on rédige un rapport dans lequel on dit le risque fiscal, est-ce qu'il est minime ou il n'y a pas d'anomalie ou il y a des anomalies qui vont donner lieu à une vérification à part. Donc il n'y a pas d'outil comme le diagnostic commercial ou bien stratégique. Ici, on regarde la loi. Est-ce qu'il est respecté et est-ce qu'on a pu profiter des opportunités offertes par celle-ci? Donc, passons maintenant au diagnostic fiscal externe. Donc, il est beaucoup plus de nature macroéconomique. C'est aussi faire jouer la compétitivité régionale, le côté fiscal. On mène une analyse. Quelle est la région qui est la plus compétitive fiscalement? Autrement dit, la région qui donne le meilleur avantage fiscal. Donc, à ce niveau, donc, on va essayer de donner une définition au risque fiscal. Donc, qu'est-ce qu'on entend par un risque fiscal? Donc, si tout fait peut être à l'origine d'une pénalité directe ou indirecte d'ordre fiscal. Donc, par exemple, à l'occasion d'une révision fiscale qui fait que l'entreprise n'a pas respecté tel ou tel article de la loi fiscale, donc ça c'est direct. Et indirect lorsque l'entreprise, à cause d'un manque d'information, il n'a pas bénéficié d'un abattement. Le fait de ne pas profiter d'une opportunité offerte par la loi fiscale. Donc pour les causes et les sources du risque fiscal, donc quels sont les risques sociaux, les sources, la démarche de la gestion des risques sociaux. Donc nous avons deux catégories de sources. Donc il y a d'une part les sources internes qui peuvent être à l'origine de ce risque fiscal. Donc l'incompétence des ressources humaines, l'absence d'autocontrôle. Donc ça en ce qui concerne les sources internes, donc l'absence d'autocontrôle, donc aucun contrôle ne s'exerce après la déclaration ou bien celui qui la dirige. Donc pour gérer, il doit y avoir une deuxième personne qui intervient. Donc comme ça, on divise le risque. Et troisièmement, une procédure défaillante. Donc il y a le contrôle. Mais la procédure n'est pas bonne. Il comporte des failles. Donc il y a lieu de la corriger. Et d'autre part, nous avons les sources externes. Donc c'est principalement la complexité des risques de la réglementation fiscale, donc qui complique, il est en perpétuelle mutation. Donc il y a une autre forme de catégorisation de risque, une autre typologie de risque. Donc il y a les risques fiscaux d'ordre opérationnel. Liées aux problèmes journaliers de l'entreprise. Donc ce sont des opérations qui se répètent telles que la facturation de la TVA sur les clients. Tant que cette opération est réversible, donc la marge d'erreur est très faible. Il y a les risques fiscaux de nature financière. Donc c'est tous les risques liés et relatifs au financement, placement et dividendes. Donc la variable fiscale est entrée en jeu au niveau de ces trois éléments. Donc le nombre n'est pas élevé et répétitif. Et lorsqu'il n'y a pas de répétition, donc il y a le risque de se tromper, ainsi qu'il y a une divisité, soit au niveau de financement ou bien le placement. Il y a également
les risques fiscaux de nature juridique. Donc, si chaque fois qu'il y a une contractualisation, donc il y a un risque. Donc, par exemple, le fait d'augmenter le capital. Donc, il y a un contrat entre les actionnaires qui vont entrer et l'entreprise. Et ce contrat comporte bien évidemment une implication fiscale. Et nous avons des risques fiscaux de nature stratégique, donc sont relatifs au choix stratégique de l'entreprise, l'émission des titres, l'augmentation de capital. Donc tous ces choix sont à l'origine des risques fiscaux, surcotés donc ayant des conséquences fiscales. Et vers la fin, nous verrons la gestion de ce risque. Donc pour gérer bien évidemment un risque fiscal, on doit passer par 3 étapes. Il faut identifier, évaluer et traiter. Donc commençons par l'identification. Donc au niveau de cette phase, on va essayer de savoir quels sont les risques auxquels on peut faire face. Et pour l'évaluation, donc on va essayer de quantifier, si vous acceptez les termes, ou bien de voir combien s'élève ce risque. Et vers la fin, par la suite, vient l'étape de traitement. Est-ce qu'on peut supporter le risque, ou bien est-ce qu'on peut abandonner ou aborder, ou bien supporter le risque parce qu'il ne va pas impacter profondément.